Merci de bien vouloir prendre place. On va essayer de commencer. En fait, on était en retard, mais on va rattraper le temps perdu. Alors, merci à tous d'être venus. Moi, je suis très content parce que pour moi, c'est la première matinale à nouveau en présentiel. J'ai raté l'avant-dernière, je n'étais pas là. Je me réjouis de revoir un peu tous les visages qu'on voyait dans toutes nos matinales et surtout ce parterre d'experts, monsieur le vice-gouverneur, messieurs les officiels, messieurs les ambassadeurs, mesdames. Merci à tous encore une fois d'être là. Je ne vais pas vous encombrer. Le sujet est un sujet de grande préoccupation pour nous depuis pratiquement une vingtaine d'années. On dit toujours que les réformes en Algérie passent d'abord par la réforme du système financier. Et donc, évidemment, la finance, l'inclusion financière est fondamentale pour pouvoir accélérer ce processus de réforme. Je vais donner tout de suite la parole au premier responsable, chef de panel, je ne sais pas comment on peut appeler ça, modérateur, expert, à ne pas présenter, Rachid Sekak. Rachid, je te donne la parole et à toi. Allez. Merci Slim. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc je vais avoir le redoutable honneur de travailler sur deux panels, parce que bon, le Sirocco a eu pour effet que j'ai dû remplacer au pied levé une deuxième personne qui est prisonnière des sables qui sont pas mouvants, mais enfin qui sont volants, ceux-là. Alors, en introduction du premier panel, ce que j'ai un peu envie de dire, et qui sera d'une certaine manière un petit peu la problématique de cette rencontre, c'est que bon, la transformation digitale des services financiers et le développement des services financiers numériques est bien évidemment au cœur de nos préoccupations. Alors au cœur de nos préoccupations macroéconomiques, au cœur de nos préoccupations au niveau des entreprises, notamment au niveau des banques. Alors, elles sont au cœur de nos préoccupations macroéconomiques car nous faisons face, bien évidemment, à un souci évident d'une meilleure inclusion financière. Et cette meilleure inclusion financière, elle est nécessaire tout simplement parce qu'on constate des choses qui plaident en faveur de cela. C'est d'abord une forte circulation fiduciaire hors banque. Le dernier rapport de la Banque centrale qui traitait des données à la mi-2021 parle d'un peu plus de un tiers de la masse monétaire qui circule en monnaie fiduciaire, ce qui représente grosso modo à peu près l'équivalent d'un tiers aussi du PIB, ce qui est énorme. Alors, bien évidemment, on a aussi une proportion substantielle de nos compatriotes qui sont non bancarisés. Mais quand on parle du taux de bancarisation, je suis quand même hyper prudent en Algérie. Et le taux de bancarisation, ça demanderait très probablement une étude beaucoup plus approfondie, parce que mine de rien, on a quand même 10 800 000 comptes bancaires et on a grosso modo 24 millions de comptes CCP. Donc il faudrait analyser ça dans le détail. Par région, par catégorie sociale, par comptes qui sont utilisés et non utilisés. Donc le sujet de la bancarisation, on sait qu'il y a une sous-bancarisation, mais j'ai horreur de donner des chiffres sur cette sous-bancarisation. Alors, en discutant avec Alice, ce que je comprends, c'est que la monnaie électronique peut être un tremplin pour une meilleure inclusion financière. D'accord ? Ça peut être un outil pour la digitalisation d'au moins une partie des services financiers. Alors, le souci que nous avons, c'est que, pas uniquement ici, mais dans pas mal de pays, c'est que, très honnêtement, la monnaie électronique, elle est souvent incomprise, elle est souvent incomprise, et puis quelquefois, elle fait peur. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le concept de monnaie électronique devra être stabilisé. Il devra être stabilisé et il devra être clarifié parce qu'il conviendra de lever un certain nombre d'appréhensions.
Il y a des appréhensions qu'il faudra lever. Alors, bien évidemment, une fois qu'on aura compris cela, il nous faudra comprendre comment cette monnaie électronique pourra être un socle pour le développement des services financiers. En fait, la monnaie électronique ne pourra être que le début d'une histoire. Hein. C'est le début d'une histoire. Alors vous verrez que les gens des Nations Unies parlent de train. Moi je dis la monnaie électronique c'est plutôt une rampe de lancement dans l'élargissement des services financiers numériques. Alors la question qu'on pourra se poser, j'allais dire de manière tout à fait logique, est-ce que c'est un socle unique ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres socles? Mais ça peut faire l'objet d'un débat ultérieur. Alors, bien évidemment, l'avènement de la monnaie électronique suppose des évolutions réglementaires, monsieur le gouverneur, notamment en matière de loi bancaire. Hein. Il y a des choses qui devront être prises en charge dans l'évolution de la réglementation. Bien évidemment, l'avènement et le développement de cette monnaie électronique nécessitera des évolutions du cadre institutionnel, au-delà du cadre réglementaire, notamment par l'émergence de nouveaux acteurs financiers. Hein. Il y aura très probablement des nouveaux acteurs financiers à encourager. Alors, le sujet, il est à la fois simple et compliqué. Hein. Le sujet est à la fois simple et compliqué, et le panel que j'aurai le privilège d'animer permettra sans aucun doute un partage d'expériences avec des experts chevronnés et qui disposent de toute, j'allais dire, la pratique nécessaire à la compréhension de ces sujets-là. Alors, on va se fixer pour ce premier panel un certain nombre d'objectifs, hein, parce qu'il faut qu'on se fixe des objectifs. La première chose, c'est qu'on va essayer d'avoir une présentation, grâce à Alice, de ce qui s'est fait ailleurs et quelles ont été les stratégies qui ont été déployées ailleurs. Parce que, bon, souvent, il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Hein. Si le fil à couper le beurre existe, il ne faut pas le réinventer. Les expériences d'ailleurs sont souvent des raccourcis qu'on peut utiliser et nous avons des avantages que nous n'avons pas encore utilisés et que d'autres n'avaient pas. Il faudra que nous ayons aussi un éclairage sur la stratégie nationale en matière de promotion de services financiers numériques. Monsieur le vice-gouverneur, on attend beaucoup de votre prise de parole. Et bien évidemment, il faudra qu'on parle des contraintes, parce qu'il y a des contraintes. Il faudra qu'on parle des contraintes, notamment des contraintes réglementaires et des contraintes juridiques qu'il faudra impérativement lever. Et là, Hind, je crois que tu vas nous aider. Donc, j'appelle les panélistes à venir nous rejoindre. Alice, qui est l'expert Nations Unies, Monsieur Boudiaf, qui est le vice-gouverneur de la Banque centrale, et Hind Ben-Miloud, qui est la juriste. Je fais d'abord ma présentation et après on invite. Allez. On va s'asseoir. Non, on peut rester à notre place. Super. Et j'utilise... Vous m'entendez bien? Ah oui, effectivement. Bonjour à tous, merci Rachid pour cette présentation. Donc je suis Alice Nègre et je représente aujourd'hui UNCDF et nous avons pensé faire une petite présentation au début avant de lancer la conférence et les différents panels. Nous aurons une deuxième présentation aussi au début de l'après-midi avec l'objectif justement de lever ou d'adresser certaines des appréhensions dont Rachid nous parlait tout à l'heure. Les incompréhensions, les appréhensions. Donc ma première présentation, l'objectif va être de poser les bases, d'essayer de clarifier les concepts clés, de démystifier un peu cette monnaie électronique, cette finance digitale dont nous parlons.
Alors un premier point, donc je représente UNCDF, United Nations Capital Development Fund. Nous ne sommes pas présents en Algérie, mais nous nous intéressons à ce qui se passe en Algérie et nous serions ravis en fait d'apporter justement un peu d'informations. Nous sommes ravis de cette conférence. J'avoue que c'est très impressionnant de vous avoir tous en face après 2 ans de Covid où on n'était que en conférence Zoom. Sans pouvoir voir exactement qui participe à la conférence. Et je vois qu'il y a un vrai intérêt en fait sur ce sujet, donc nous sommes ravis de pouvoir contribuer à la discussion. Les messages clés que je vais élaborer dans cette présentation. D'abord, je voulais clarifier un peu la finance digitale peut transformer les perspectives économiques des pays émergents. On va en discuter. Mais pour que cette finance digitale vraiment soit inclusive, on pense que la monnaie électronique est un socle nécessaire. On va en discuter. Quelques mythes, dont la création monétaire, je reviendrai sur ce sujet pour clarifier vraiment que émettre de la monnaie électronique, ce n'est pas création monétaire et on va discuter pourquoi. 4e point, reconnaître en fait que ces solutions de monnaie électronique sont vraiment particulières à chaque pays et doivent s'ajuster aux conditions locales. Donc la stratégie de déploiement va impliquer de pouvoir innover, tester, améliorer différentes solutions. Et pour ça, il y a 3 stratégies possibles qui ne sont pas exclusives et qui peuvent être développées en même temps, de tester, d'apprendre, ou bien d'étendre le cadre bancaire existant, ou bien de créer un nouveau type d'établissement financier. Et ensuite, quelle que soit la stratégie qu'on décide d'utiliser, ou quel que soit le mix de stratégies qu'on décide d'utiliser, il y a quand même des prérequis réglementaires à mettre en place, qui sont par exemple une approche graduelle du KYC, de Customer Due Diligence, par rapport au risque, externalisation de la distribution via des agents, et des mesures de protection des consommateurs adaptées. Ces 2 derniers points feront surtout l'objet du panel numéro 3, où on aura une 2e présentation. Voici un peu les messages clés que je vais dérouler pendant cette présentation. Mais avant ça, je voulais passer un petit moment pour définir cette finance digitale inclusive. De quoi parle-t-on exactement ? Nous pensons que tout commence par la monnaie électronique inclusive. Il n'existe pas de définition standard de monnaie électronique. Si je prends 3 personnes dans la salle, j'aurai 3 définitions différentes de la monnaie électronique. Et donc je vais vous proposer ce que nous, en fait, on utilise à UNCDF comme pour poser les bases en fait, du reste de la présentation. Donc la monnaie électronique, la première chose, c'est que c'est en fait une réserve de valeur prépayée qui va être stockée sur un compte et qui va être accessible sur téléphone mobile. Donc c'est un peu comme une carte prépayée, sauf que vous allez y accéder directement de votre téléphone mobile. D'accord ? Mais nous, pour que cet outil en fait, soit réellement inclusif, on rajoute d'autres critères. Le premier, c'est que ces comptes en fait, ont des fonctionnalités qui sont limitées. Donc notamment, ils vont avoir des plafonds de comptes, peut-être aussi des restrictions en termes de nombre et de montant des transactions, ce qui va limiter les risques. Et grâce à cette limitation, cette maîtrise imposée des risques, ça fait qu'on peut avoir une ouverture simplifiée. Donc par exemple, ce KYC, c'est-à-dire que le nombre de documents, le nombre d'informations qu'on va demander à l'ouverture d'un compte peut être simplifié, réduite par rapport à un compte bancaire classique. Et le dernier point, enfin, ces comptes peuvent être alimentés auprès d'un réseau d'agents. Donc les agents, en fait, on parle de petits commerçants. Je pense qu'ici, c'est le buraliste, le bureau de tabac, une épicerie, une laiterie, etc. Donc un réseau de distribution, en fait, qui existe déjà, et qu'on va utiliser pour distribuer ces nouveaux services de paiement, cette monnaie électronique. Donc j'espère que ça correspond à peu près à ce que vous aviez en tête, mais gardons ceci à l'esprit. Prépayé, accessible sur téléphone mobile, fonctionnalité simplifiée et donc KYC simplifié, et disponible auprès d'un réseau d'agents. Pourquoi est-ce que ceci nous intéresse ? C'est que en Algérie, comme dans beaucoup d'autres pays, en fait, le téléphone mobile est de plus en plus utilisé dans les populations non bancarisées, notamment. Donc nous, UNCDF, qui travaillons vraiment sur l'inclusion financière, donc l'inclusion des personnes qui n'ont pas accès à une gamme variée de services financiers qui correspond à leurs attentes, le téléphone mobile permet justement d'étendre cet accès. Et aujourd'hui, une statistique qu'on a relevée dans une étude Findex de 2017 avec Gallup,
c'est que 66% des adultes qui ne sont pas bancarisés, c'est-à-dire qui n'ont pas de compte auprès d'une banque ou un CCP, 66% de ces adultes détiennent en 2017 un téléphone mobile. Donc je pense qu'aujourd'hui, le taux doit être encore plus élevé. Donc ça veut dire que chacun a dans sa poche un canal d'accès à un compte de monnaie électronique. Alors comment ça marche exactement la monnaie électronique? Voyons en détail. La première chose, c'est qu'il faut émettre de la monnaie électronique. Donc la situation initiale, c'est que vous allez avoir ce que j'appelle ici un EME, un établissement de monnaie électronique, qui peut être une banque ou qui peut être un établissement non bancaire, si la réglementation justement a créé ce type d'établissement, qui va émettre 100 de monnaie électronique. Comment est-ce qu'il fait? Il ouvre un compte en fait auprès d'une banque, ce qu'on appelle souvent un compte de cantonnement, qui est requis par la loi, dans lequel il va déposer 100 en cash, en liquidité. Cet argent est bloqué auprès de la banque. Donc maintenant, il va avoir 100 en fait sur son portefeuille électronique. Quand un client arrive et veut ouvrir un compte, vous voyez ma cliente ici, elle a 40 en cash et elle veut ouvrir un compte sur son téléphone mobile. Donc elle va se déplacer, soit auprès d'un agent détaillant, un agent très simple, si jamais elle veut ouvrir un compte qui est vraiment aux fonctionnalités limitées. On parle en fait souvent de comptes avec des plafonds peut-être de 100 à 500 euros. Et bien là, elle peut simplement aller avec un document d'identité auprès de son bureau de tabac, ouvrir un petit compte directement sur son téléphone. Si jamais elle veut un compte un peu plus élaboré, elle va devoir apporter plus de preuves d'identité et aller dans une agence ou bien un agent principal, un agent qui est un peu plus structuré de ce même établissement de paiement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle va ouvrir son compte et elle veut déposer de l'argent dessus pour pouvoir utiliser son compte. Donc elle va déposer 40. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle arrive avec ses 40 en monnaie cash et elle va donner à l'agent principal, détaillant ou l'agence de l'EME, elle va lui donner ses 40 et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle achète de la monnaie électronique. C'est pas vraiment un dépôt sur un compte d'épargne, c'est qu'elle achète 40 que l'établissement de monnaie électronique avait sur son compte. Et donc on échange et à la fin, vous avez en fait le client qui a maintenant 40 sur son compte, 0 en cash, l'établissement de monnaie électronique ou l'agent n'a plus que 60 en monnaie électronique et 40 en cash. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur le compte de cantonnement, on a toujours 100. Donc le système fait que, quel que soit, à tout moment, en fait, la monnaie électronique qui circule dans le système doit être égale au compte de cantonnement. Ça, c'est la première base en termes de réglementation. Quand on autorise en fait cette monnaie électronique, on doit toujours avoir cette équivalence. D'où le fait qu'il n'y a pas création monétaire. Cette monnaie électronique ne va jamais pouvoir avoir une inflation qui fait qu'elle va avoir plus de valeur que la monnaie déposée au niveau de la banque. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie électronique? Donc maintenant, il y a énormément de produits de monnaie électronique dans le monde. Quels sont les avantages principaux de cette monnaie électronique? C'est qu'en fait, ça va faciliter les petits montants en instantané et fréquents, à distance. D'accord? La monnaie électronique, grâce à ça, vous allez pouvoir faire à distance des petits montants de façon instantanée, comme le cash, et qui va donc gagner la confiance petit à petit des utilisateurs. Ça nous permet de faire quoi? Je vais en revenir justement, je pense que Rachid a utilisé le mot socle. La monnaie électronique, en soi, c'est un service intéressant de paiement, mais ce qui nous intéresse, nous, en termes d'inclusion financière, c'est d'aller au-delà du paiement. Comment est-ce que la monnaie électronique permet cela? C'est grâce à ces petits, en fait, ces micro-paiements, elle va permettre le développement de services financiers beaucoup plus élaborés. Le crédit, l'épargne, l'assurance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si les gens n'épargnent pas, c'est que pour épargner, il faut aller dans une agence bancaire, il faut avoir un compte, et il faut aller physiquement faire la queue, déposer son argent. On s'est rendu compte que les populations à bas revenus épargnent beaucoup plus facilement quand il est possible de faire des micro-versements. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, on va déposer 1 euro, 2 euros, au lieu de devoir garder l'argent chez soi, et quand on a le temps d'aller à l'agence pour déposer 10 euros. Qui, en plus, l'argent risque de disparaître entre-temps parce qu'il a été utilisé, quelqu'un est venu demander un peu d'aide financière, etc. Et donc ça permet vraiment de capter cette épargne informelle pour la faire rentrer plus facilement dans le système. L'autre chose pour le crédit,
au-delà de faciliter ce genre de micro-paiement, on va générer aussi beaucoup plus d'informations, de données, des données sur les transactions, des données sur le comportement d'achat des gens. Et donc, en générant cette donnée, on va pouvoir remplir un peu le gap de données entre un client et son fournisseur de services financiers. Ce qui fait qu'on va faciliter l'accès au crédit, notamment pour les micro-entreprises, les petites entreprises. Et on va développer aussi peut-être du crédit digital, où la décision de crédit se fait de façon beaucoup plus automatisée grâce à l'intelligence artificielle. Dernier exemple, c'est que quand vous digitalisez, justement, quand vous utilisez cette monnaie électronique, il y a aussi une agrégation qui peut être faite avec beaucoup plus de services. L'idée sur ces services financiers, c'est que ce ne soit plus des services financiers. Vous voyez le problème, parce que on ne va pas se mentir, hein, la monnaie électronique se développe énormément dans beaucoup de pays, mais ça reste quand même encore un usage assez limité sur du paiement, sur du P2P, et sur de l'achat de airtime, par exemple. On a du mal à passer sur des produits à valeur ajoutée. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Là, vous avez déjà des exemples, ça commence, c'est très intéressant et ça a un vrai impact. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment que les fournisseurs de services financiers, les EME, développent des services à valeur ajoutée. Je vous donne un exemple de service à valeur ajoutée, l'épargne. Les gens aujourd'hui ne vont pas forcément épargner. Vous mettez ce service à disposition. Et ben, au Maroc, par exemple, ils ont commencé à le faire. Ça génère peu d'attraction. On ne voit pas un énorme développement des services des montants épargnés. Pourquoi ? Parce que ça reste de l'épargne. Par contre, si vous commencez et vous dites, comme d'autres l'ont fait ici, dans ces exemples, moi, je ne vais pas vous vendre de l'épargne, mais par contre, je vais vous aider à préparer le mariage de votre fille dans 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ben là, ça me parle tout de suite. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans le préparer le mariage de ma fille ? Eh ben, je sais qu'il faut que j'achète une robe, que je loue une salle, etc. Comment est-ce que je vais faire ça ? J'estime à peu près combien d'argent je vais avoir besoin. Et chaque semaine, je vais déposer 10, 20, 30, etc. Si j'oublie, je vais recevoir un SMS qui me dit « Tiens, vous avez oublié d'épargner ». Juste 6 mois avant la date du mariage, vous allez recevoir un SMS qui va vous proposer 10% de réduction sur les robes de mariée de tel magasin si jamais vous utilisez le paiement électronique pour payer votre robe. Pareil pour le buffet, pareil pour etc. Et donc, ça vous donne en fait des services financiers et non financiers, ça vous facilite la vie, et au lieu d'avoir acheté un service d'épargne, au lieu d'épargner, en fait, vous avez préparé le mariage de votre fille. Et donc, c'est toute cette valeur ajoutée que la digitalisation permet, grâce au micro-paiement, à la généralisation des données et aux liens qu'on peut faire avec d'autres types de services. Mais au-delà de ça, en plus, c'est aussi un socle pour développer des services non financiers. Toujours grâce à ces micro-paiements, on voit qu'il y a de nouveaux business models qui se sont développés. Et ça peut être particulièrement intéressant justement en Algérie, où j'ai cru comprendre que le e-commerce se développait pas mal depuis la pandémie. Ça peut être aussi assez intéressant pour l'énergie. Donc par exemple, sur le e-commerce, il y a un vrai problème de cash on delivery, qui est un coût très important. Avec la monnaie électronique, paiement à distance, on peut arriver à résoudre ce problème. Ça, c'est assez évident parce que les deux sont sur des technologies digitales. Mais sur l'énergie, par exemple, pourquoi est-ce que la monnaie électronique facilite l'accès à l'énergie ? Parce qu'elle permet l'émergence de modèles économiques qu'on appelle pay as you go. Pay as you go, il faut des micro-paiements. Donc pay as you go, c'est qu'on va vous donner en fait un panneau solaire, par exemple, qui va être fonctionnel que si vous avez payé la location de ce panneau solaire. Si jamais il n'y avait pas la monnaie électronique, ça veut dire que chaque semaine, vous devez aller payer la location. Ou bien vous devez l'acheter, mais ça représente des montants qui sont trop importants pour la plupart des gens. Donc on veut avoir des micro-paiements. Grâce au micro-paiement digital, vous allez pouvoir chaque semaine faire votre paiement et votre panneau solaire reste fonctionnel. Dès que vous n'arrivez plus à faire le micro-paiement, à distance, en fait, le fournisseur bloque l'accès au panneau solaire. Et ça marche pour l'eau, ça marche pour toute une série de choses. Donc en fait, cette monnaie électronique est un socle aussi pour développer d'autres types de services non financiers. Et c'est pour ça qu'on en parle de rail, donc de rampe de lancement ou de rail. La monnaie électronique est un rail pour accéder et développer en fait une gamme de services financiers et non financiers. Alors quel est son impact ? Rapidement, souvent en fait, revenons à l'impact de ces technologies digitales sur la transaction financière qui nous intéresse. Souvent, on va parler de réduction des coûts, gestion plus efficace, sécuriser des opérations, on va automatiser les processus, on va automatiser la décision avec l'intelligence artificielle.
On peut aussi utiliser des points d'accès. Le téléphone mobile est moins cher que d'équiper les commerçants en TPE, en terminaux de paiement. Il n'y a plus besoin des cartes. Donc il y a une réduction des coûts qui est assez intéressante. Et en plus, on peut intégrer les services plus facilement. Donc on va pouvoir intégrer, par exemple, une agence gouvernementale avec un fournisseur de services financiers pour pouvoir digitaliser, sécuriser et digitaliser les transferts sociaux. Bon, là, McKinsey, par exemple, en 2016, a fait une estimation que la finance digitale, utilisée dans tout son potentiel, permettrait aux services financiers, aux fournisseurs de services financiers de réduire leurs charges de 80 à 90%. Je trouve que c'est peut-être un peu exagéré parce qu'il y a quand même aussi des investissements assez importants à faire, mais eux sont arrivés à cette conclusion sur plusieurs années d'une réduction de charges absolument massive. Mais au-delà de ça, la technologie, en fait, fait beaucoup plus de choses qui permettent d'améliorer la valeur pour les clients au final. Le deuxième point, c'est l'information. J'en ai déjà parlé, ça va générer de l'information. De l'information tant pour les clients que pour les fournisseurs de services. Les clients vont pouvoir avoir accès, par exemple, à des moteurs de comparaison qui vont comparer les offres des différents fournisseurs de services financiers. Les fournisseurs de services financiers vont avoir accès à des données sur les comportements d'achat, etc. Et donc vont pouvoir développer des services financiers beaucoup plus adaptés. Ils vont mieux comprendre leurs clients. Développement de nouveaux produits qualité grâce à cette information et grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure avec des nouveaux types de business models. Et enfin, une distribution plus diffuse. Rappelez-vous, dans ma définition de la monnaie électronique, j'ai vraiment souligné cet aspect de distribution en dehors du réseau bancaire via les agents. Et donc ça fait qu'on va avoir un commerce, une distribution beaucoup plus de proximité. Donc si on prend tout ça, ça fait que ça va avoir un vrai impact sur l'inclusion financière. Si je fais un pas en arrière, pourquoi aujourd'hui la plupart, des segments entiers de population font peu appel aux services bancaires? Souvent, le premier point, c'est la proximité. Le réseau d'agences bancaires n'est pas adapté. Pourquoi? Parce qu'ouvrir une agence, c'est vraiment un coût élevé pour ouvrir et pour gérer après avec le staff. Et donc, ça dissuade les banques, les fournisseurs de services financiers d'étendre leur réseau. Et c'est un problème qui, je pense, doit être particulièrement important ici, dans ce pays continent qu'est l'Algérie. C'est très difficile d'avoir un réseau d'agences qui couvre vraiment la totalité du territoire. Donc, au final, on va avoir de larges segments de la population qui ont des agences qui sont assez loin de leur habitation ou de leur lieu de travail. Le deuxième point, c'est les horaires. Les agences, en fait, ont des horaires limités. Donc, si moi, je suis une entrepreneuse qui travaille dans une zone assez éloignée, j'ai absolument pas envie de laisser mon commerce vide. Parce que les entrepreneurs travaillent souvent seuls. Donc, si je pars à la banque pour déposer ou retirer de l'argent, je ferme mon commerce pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Deuxième point, des exigences administratives et financières élevées. Alors ça, c'est peut-être moins le cas en Algérie, mais souvent, pour ouvrir un compte, on va demander une preuve d'adresse, une preuve de revenus. Pour avoir un crédit, on va demander un garant, etc. Et puis le coût financier de la gestion, le coût de maintien en fait des cartes, des comptes, etc. Ça peut exclure une grande partie de la population, et notamment les ruraux, les femmes, les étudiants. Et enfin, le dernier point, c'est que souvent, en fait, les clients à bas revenus ne se sentent même pas concernés par ces services. Ils sont intimidés de rentrer dans des agences. Ils ne voient absolument pas l'utilité des services qu'on leur offre et ils préfèrent aller voir les services informels qui sont juste à côté d'eux, où on va leur expliquer comment et qui sont très flexibles. Donc la finance digitale, vous le voyez avec ce que j'ai déjà partagé avec vous, va permettre de répondre à chacune de ces contraintes. Premier, le réseau d'agences bancaires qui n'est pas adapté, et ben hop, on va avoir le téléphone mobile et des réseaux d'agents qui vont être disponibles, le téléphone mobile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les agents de façon souvent beaucoup plus flexible que les agences bancaires. Les exigences administratives et financières, on en a parlé, rééquilibrage entre ces fonctionnalités de compte et le KYC, donc moins de KYC, et en plus des nouvelles données qui permettent de compenser le manque de documents traditionnels. Donc on va faciliter l'accès à des personnes qui normalement ont peu de papier, les thin file customers en anglais. Et enfin sur l'intimidation et les services, en fait, on a vu que grâce à la monnaie électronique, on allait pouvoir développer, adapter les services, leur design, leur marketing exactement à des populations, même des segments et des sous-segments de population à un coût réduit. Ce qui fait que l'impact sur les particuliers est particulièrement important. On va vraiment promouvoir l'inclusion financière.
aider ces personnes à accéder à ces comptes. Et l'impact de l'inclusion financière derrière, d'avoir accès à des services financiers plus formels, fait qu'on améliore la résilience des populations à bas revenus et on améliore ce qu'on appelle le bien-être. On leur permet en fait de saisir des opportunités économiques et de mettre de côté ou d'emprunter pour faire face au choc. Mais au-delà des particuliers, la finance digitale a aussi des avantages pour les fournisseurs de services financiers. Réduction des coûts, on a vu tout à l'heure. Captation d'épargne, on en a parlé aussi. Efficacité. De façon plus large, au niveau des entreprises, on va retrouver cette efficacité et les nouveaux business models dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, j'ai déjà parlé un peu de tous ces atouts. Celui dont je n'ai pas parlé, c'est l'État. L'État peut aussi énormément bénéficier de la monnaie électronique. Et on a commencé à le voir lors de la pandémie avec la distribution en fait, des transferts sociaux qui ont été mis en place très rapidement, plus rapidement par les États qui avaient déjà un socle de monnaie électronique que les autres. Pourquoi ? Parce que grâce à ces comptes de monnaie électronique, je sais exactement qui va obtenir l'argent. Et donc l'argent est déboursé beaucoup plus rapidement, sans avoir de queue à faire, avec en plus le risque de contamination du Covid. Et donc il y a beaucoup d'États qui ont énormément accéléré le déploiement de la monnaie électronique pour pouvoir l'utiliser pour le déboursement des transferts sociaux. Mais même hors pandémie, ce que j'espère sera notre situation sous peu, ça reste en fait un outil très utile pour le déboursement des transferts sociaux et pour le paiement des impôts. Pourquoi ? Parce qu'on va digitaliser, sécuriser, etc. Il y a beaucoup d'estimations qui ont été faites sur les économies en fait, que les États feraient en versant non pas en cash ou bien en transferts postaux ces transferts sociaux, mais au contraire en les envoyant directement sur les portefeuilles mobiles, et les économies en fait sont assez conséquentes. Ça nous permet aussi à nous qui cherchons à promouvoir la monnaie électronique de digitaliser un flux qui est très important et qui intéresse à ce moment-là les acteurs à développer justement la monnaie électronique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont déjà lancés. Vous voyez la monnaie électronique, qui s'appelle aussi un peu mobile money dans certains pays, puisqu'on part du téléphone mobile. Il n'y avait pas grand-chose en 2005-2006, c'est vraiment là où ça a commencé. Ça a mis du temps, en fait, une dizaine d'années pour vraiment avoir plus d'attrait, de trouver des business models qui intéressaient les acteurs privés. Et maintenant, on est vraiment sur une explosion du nombre de solutions. Aujourd'hui, il y a plus de 300 millions d'utilisateurs actifs. Utilisateur actif, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui a fait une transaction lui-même dans les 3 mois qui précèdent la captation des données. 300 millions dans le monde, avec 310 services de mobile money à peu près, dans 96 pays. Et vous avez vos voisins, justement, qui ont lancé récemment des solutions avec la création d'établissements de paiement. Voilà un peu mon tour d'horizon. Pour clôturer là-dessus, je voulais juste insister sur certains points. Donc, c'est des éclaircissements ou des démystifications. Le premier, vraiment, monnaie électronique, ce n'est pas de la création monétaire, on en a déjà parlé. Voyez-le plutôt comme un compte, un compte prépayé, une carte prépayée ou un compte prépayé. L'argent, quand il est déposé dans le compte de cantonnement, la banque ne peut pas l'utiliser pour faire de l'intermédiation financière. Souvent, la Banque centrale va imposer que ce compte de cantonnement soit très liquide, donc placé en fait dans des investissements qui peuvent être liquidés en moins d'un mois, 3 mois, 6 mois, d'accord ? Donc ça reste quelque chose vraiment de disponible. Le deuxième point, ce n'est pas de la banque à distance ou du mobile banking. Donc aujourd'hui, je ne pense pas en Algérie que vous ayez de la monnaie électronique. Vous avez certaines solutions de mobile banking ou de paiement électronique. Mais nous, l'énorme différence qu'on fait, ce sont les points que j'avais mis à la fin du slide, c'est-à-dire qu'il faut que les comptes soient faciles à ouvrir et qu'ils puissent être ouverts et en tout cas alimentés auprès d'agents. Ces points sont vraiment très cruciaux pour que ce soit un socle inclusif. Troisième point au niveau des risques. Au final, les risques, on n'est plus vraiment sur de l'activité bancaire, on est sur de l'activité de paiement, et ce qui est très différent, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Mais donc c'est une activité qui est plus simple, moins risquée. Il y a des risques, c'est sûr, mais ce ne sont pas les mêmes risques que l'intermédiation bancaire typique. Et en plus, ces risques peuvent être limités, surveillés, limiter justement, ce que je disais, les fonctionnalités limitées. Donc on limite le plafond des comptes, par exemple, le nombre de transactions, le montant des transactions. Et en plus, le côté digital crée des nouveaux risques, mais il crée aussi beaucoup de données.
qui sont générés instantanément. Ce qui veut dire que le superviseur peut mettre en place un contrôle instantané de ce qui est en train de se passer avec ce système-là. Et donc ce côté digital peut être utilisé pour mieux sécuriser. En plus, par rapport à avoir tout en cache, vous voyez que là, on est en train d'instaurer un secteur qui est beaucoup plus transparent, où on va pouvoir avoir accès à ce qui se passe, alors que le cache, au final, c'est très obscur. Et enfin, un point assez important, c'est que la monnaie électronique, donc qu'on appelle aussi mobile money, en fait, ne repose pas nécessairement sur des opérateurs de téléphonie mobile. Je sais que beaucoup de personnes, quand on parle de monnaie électronique, pensent à M-Pesa au Kenya. M-Pesa au Kenya, c'était il y a 15 ans. Ça a énormément évolué depuis le lancement. Et il y a eu énormément de réplications partout dans le monde, mais des systèmes qui sont très différents. Et aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile jouent un rôle clé en termes de canal. Le téléphone mobile, c'est vraiment le canal d'accès. Certains jouent un rôle clé aussi dans l'émission et la distribution, mais tout autant que d'autres types d'acteurs, tels que des fintechs, des réseaux de distribution de grande consommation et des banques. On est vraiment sur un besoin d'écosystème avec des acteurs variés. Donc, le téléphone mobile, oui, il est indispensable, mais tout comme il est indispensable à toutes les applications que vous utilisez, comme Yassir ou Jumia ou je ne sais quelle grande application vous avez ici en Algérie. Derrière, il n'y a pas un opérateur de téléphonie mobile, c'est juste une application qui est installée sur un téléphone mobile. Après, oui ou non, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent jouer un rôle dans l'émission et la distribution. Par exemple, ici, vous voyez certains acteurs qui se sont impliqués. Vous avez des banques qui jouent vraiment d'un rôle clé. C'est juste des exemples, il y en a beaucoup plus en vrai. Mais des banques qui apportent la maîtrise des services financiers. Vous avez les filiales d'opérateurs de télécommunications qui apportent un réseau de distribution, etc. Mais dans d'autres pays, vous avez, ou bien dans les mêmes pays, vous avez une diversité en fait de modèles avec des fintechs, des institutions de microfinance et même d'autres types d'acteurs qui apportent autre chose et qui, quelquefois, sont les plus successful, les plus performants dans la distribution de cette monnaie. Voilà. Alors, pendant le panel 3, je fais une petite vente pour que vous soyez intéressés par le panel 3. On abordera deux types de sujets qui, je pense, sont un peu dans le cœur de la discussion aujourd'hui en Algérie. C'est bon, si vous décidez aujourd'hui en Algérie que la monnaie électronique peut être un outil intéressant, qu'est-ce qu'on fait ? Et on vous montrera en fait les trois approches qui ont été souvent utilisées par différents pays pour lancer. Je vous ai souligné que les solutions doivent s'adapter. Donc il faut pouvoir innover, il faut pouvoir tester, il faut pouvoir voir comment les consommateurs en fait utilisent ou n'utilisent pas, pouvoir changer et adapter. Ça va jamais être la solution parfaite dès le premier jour. Ça va prendre beaucoup de temps pour développer cette solution. Et donc, il y a trois approches. La première, c'est de tester et apprendre. Deuxième, c'est d'étendre le système bancaire existant. Troisième, de créer en fait un nouveau statut d'émetteur de monnaie électronique. Et on ira beaucoup plus dans le détail cet après-midi. Mais en tout cas, ce qui est clé, c'est qu'aux nouvelles réglementations, quelles que soient l'approche sélectionnée, il y a vraiment 4 éléments réglementaires clés à mettre en place le plus rapidement possible pour lancer en fait cette monnaie électronique. Et je citerai notamment les agents et le KYC simplifié. Et pareil, on reviendra plus en détail sur ce sujet au panel 3. Voilà, j'espère avoir fait un peu le tour, avoir levé certaines des appréhensions. Et que maintenant nous avons une compréhension plus globale de ce que nous appelons la monnaie électronique et qu'on va pouvoir discuter de l'intérêt de cette monnaie électronique pour développer la finance digitale en Algérie. Merci. Merci. Donc on demande à Monsieur le ministre, vice-gouverneur, de nous rejoindre. Maître Hend Belmiloud. Oui, mais Monsieur Majid Messoudan, l'administrateur de GE Monétique, et bien sûr Alice Nègre. Bienvenue. Il est tombé? Oui, c'est la dame qui l'a ramassé.
قالت لي تاعك قلت لها وي. D'accord. Très bien. Donc je passe la main à M. Rachid Sekek pour présenter son panel. Bon courage. Donc le panel, vous les connaissez tous bien. Donc je crois que c'est même pas la peine de faire les présentations. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, ben, il n'est pas très loin d'ici, il est à la Villa Jolie. Hein. D'accord? Alors, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, Alice, très clairement, nous dit, pour que ça se fasse, il faut que ça évolue réglementairement. Alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce qu'on peut espérer le faire? Est-ce que c'est des choses possibles? Voilà, c'est tout simplement la question qu'on vous pose en étant un peu, comment dire, mais j'ai toujours été un peu insolent, monsieur le gouverneur. Voilà. Vous n'êtes pas du tout insolent, Rachid. C'est une question qui est légitime aujourd'hui. Bien entendu, l'environnement économique et notamment ceux qui sont proches et intéressés par tout ce qui est finance digitale ont le droit de se poser ce type de questions. Aujourd'hui, l'humanité est en train de vivre une mutation des interactions et des échanges. C'est une mutation de dématérialisation de ces échanges, de ces interactions, qui font que l'humanité, je l'avais dit par le passé, je tiens à le répéter, va se voir vivre sur ce 6e continent qui est le cyberespace quelque part. Donc il nous appartient d'embarquer dans cette mutation technologique d'un pied ferme et de se donner les outils et les instruments pour le faire correctement et pour que ces interactions soient sécurisées et que le risque soit minimisé. Aujourd'hui, je tiens aussi à l'annoncer, la Banque d'Algérie est résolument tournée vers une digitalisation massive, que ce soit en interne ou en externe. Aujourd'hui, la Banque d'Algérie est en train de vivre une mutation technologique en interne parce que nous avons décidé de réorganiser le métier de la Banque centrale en faisant du numérique un vecteur, non pas de soutien, mais un vecteur de métier. C'est quelque chose qui est en train de s'opérer et on prévoit d'aller en objectif vers une simulation économique. Donc il faut qu'on puisse arriver à avoir les outils et les instruments numériques en interne. Maintenant, s'agissant des interactions avec les intermédiaires agréés de la Banque centrale, les banques, les établissements financiers, là aussi, on est en train d'évoluer vers une interaction qui va être dématérialisée. Elle a été amorcée depuis janvier passé et elle concerne certains segments. Vous qui étiez avec nous donc à la Banque centrale, ça a concerné la dématérialisation des échanges concernant tout ce qui est balance de paiement, qui aujourd'hui se font de manière dématérialisée et ça va évoluer pour concerner d'autres documents et il y a plein de choses qui se font. Pour revenir donc sur l'aspect finance digitale, l'aspect réglementaire a besoin d'être revisité. Là aussi, comme ça a été annoncé par les pouvoirs publics, par monsieur le gouverneur aussi, la loi sur la monnaie et le crédit est aujourd'hui en chantier. C'est un chantier de refonte de la loi sur la monnaie et le crédit. Et l'un des chapitres les plus importants qui est examiné dans cette proposition que nous préparons, que nous maturons, c'est le digital, c'est la finance digitale. Donc il y a plein de segments sur lesquels il est prévu d'apporter des amendements pour permettre de libérer pas mal d'initiatives. Voilà. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Tu veux le détail? Est-ce qu'il est prévu de nouveaux acteurs? Ben écoutez, de nouveaux acteurs, c'est
c'est transcrit sur le projet de loi pour qu'on puisse ouvrir en faveur de nouveaux acteurs. Il y a plusieurs acteurs du numérique aujourd'hui au niveau du gouvernement. Vous constatez qu'il y a 3 ministères qui s'occupent un peu de tout ce qui est digitalisation. Et il y a notamment l'économie de la connaissance et les startups qui sont aujourd'hui un maillon important et qui a besoin d'être appuyé sur le plan réglementaire pour que cette sécurité juridique puisse être prononcée et permettre à ces acteurs-là de venir occuper le terrain complémentaire. Il faut qu'ils puissent venir complémenter le spectre des acteurs du numérique et pouvoir proposer des prestations complémentaires. La monnaie électronique va exister? J'ai l'impression que c'est le procès de la Banque d'Algérie aujourd'hui. Non. Est-ce que la monnaie électronique va exister? Aujourd'hui, la loi sur la monnaie et le crédit, dans son premier livre et dans ses tout premiers articles, précise de manière s'exprime sur la monnaie de manière précise. Donc elle est circonscrite à l'aspect fiduciaire. Donc là aussi, si on veut aller vers la monnaie digitale, on a besoin d'amender ces articles-là. Et ça restera du ressort exclusif de la Banque d'Algérie. Quand on parle de monnaie, c'est du ressort exclusif de la Banque centrale. C'est quelque chose qui est sacré partout dans le monde, pour l'instant. Donc on ne va pas faire exception et on ne va pas sortir de ce qui est universellement accepté et reconnu. Maintenant, l'émission de la monnaie numérique, à l'instar de l'émission fiduciaire, ne se fait que par des banques centrales. Il va falloir par contre imaginer de quelle meilleure manière on peut permettre, moyennant des intermédiaires donc agréés, des banques, et peut-être par des phases transitoires. Il faut trouver un juste milieu qui puisse répondre notamment aux principes de gestion de risque, de sécurité des systèmes de paiement, de sécurité des utilisateurs, parce que quelque part la Banque d'Algérie, elle est la garante du tiers garant. La Banque centrale est la garante du tiers garant. Le tiers garant, c'est l'opérateur qui est entre le commerçant et le client, donc le payeur, l'acheteur. L'acheteur et le commerçant. Il y a un établissement bancaire aujourd'hui entre les deux, et cet établissement bancaire étant agréé par la Banque centrale, c'est un tiers garant entre deux qui est garanti derrière. L'instrument de paiement qui est confié à un porteur, ce n'est pas sa propriété. S'il est accepté par un commerçant, c'est parce qu'il est revêtu d'un logo d'une banque qui est agréée par la Banque centrale. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'il y a une centrale des impayés. Donc quand l'instrument est mal utilisé, il n'est pas utilisé dans les règles de l'art, il est retiré par la Banque centrale, par la banque commerciale d'abord et par la Banque centrale, au niveau de l'ensemble des... Donc il y a des principes sur lesquels on ne pourra pas y déroger. Mais on doit se donner les outils juridiques et les instruments juridiques pour qu'on puisse accompagner ces initiatives constructives et nécessaires au développement de l'économie nationale. Très bien. Donc j'ai envie de demander à Inde, qu'est-ce qui manque pour que ça avance un peu plus vite? Merci Rachid. Monsieur le vice-gouverneur l'a bien dit, effectivement, ils ont commencé depuis 2021 sur la digitalisation des banques, des services bancaires, etc. En fait, s'il est vrai que la dernière mouture de la loi sur la monnaie et le crédit de 2017 ne prévoit pas ces aspects nouveaux, je crois savoir que le nouveau texte qui est en mouture va donner un mandat beaucoup plus large à la Banque d'Algérie. Corrigez-moi si je me trompe. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où, comme il le dit si bien, la Banque d'Algérie s'occupe de monnaie fiduciaire, donc ils auront toute la latitude rapide pour pouvoir mettre en place des textes qui le permettent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Seul un établissement financier, à la rigueur, pourrait
émettre cette monnaie électronique. Mais à ce moment-là, il n'y a pas réellement d'inclusion de tout le monde. Donc l'aspect législatif, c'est vrai, manque. Il est aujourd'hui indispensable de faire très vite, pour qu'il y ait ce développement. Le problème des textes, on sait très bien que chez nous en Algérie, on est capable très très vite de lancer une ordonnance, etc. Mais le problème qui subsiste, c'est que tout de suite après, il faut qu'il y ait des textes d'application en la matière. La véritable politique de mise en place de la digitalisation repose sur le texte lui-même et son application immédiate si on veut aller très vite. Je reviens avec autant de franc-parler et d'arrogance auprès de monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, j'ai envie de créer un établissement de paiement. Est-ce que je perds mon temps ou je continue à rêver, je continue à travailler, je continue à mobiliser les gens autour de moi? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se fasse? C'est plusieurs questions fusionnées dans une seule. Non, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. C'est quelque chose sur laquelle, je vous ai dit, lors de ma première réponse, c'est prévu, c'est inscrit. Donc après, ça dépendra de la mouture qui va être validée sur la loi, le projet de loi sur la monnaie et le crédit. Donc il est prévu de faire l'ouverture pour que des établissements, des PSP, donc des prestataires de services de paiement, puissent opérer. Donc il faudrait-il que ça soit admis. Donc nous, dans le projet, on prévoit de le faire, et notamment en faveur, encore une fois, des startups pour libérer des initiatives de jeunes qui aujourd'hui veulent apporter leur savoir-faire. On avait parlé de l'économie de la connaissance, c'est le seul capital perpétuel de l'être humain. Tous les autres capitaux s'atrophient. Le seul capital perpétuel, c'est le capital du savoir. Et d'ailleurs, nous avons la chance qu'on puisse le partager entre nous de génération en génération, parce que sinon on serait resté à l'âge de pierre. Donc on ne peut pas aujourd'hui le priver de se multiplier dans notre pays. On est obligé de le faire. Et ça sera le vecteur de promotion et de développement économique dans notre pays. Il va falloir qu'on le fasse, nous sommes conscients, il y a une détermination au niveau de la Banque d'Algérie, du gouvernement de la Banque d'Algérie, et nous allons apporter l'ancrage réglementaire et juridique nécessaire pour l'ouverture. Seulement l'ouverture, encore une fois, le sentiment que nous avons devrait se faire de manière progressive. Il faut qu'elle soit précautionnée. Aujourd'hui, il faudrait peut-être, à mon avis, se poser la question sur le pourquoi du rejet de l'usage des instruments de paiement électronique dans notre pays. C'est vrai qu'on parle d'inclusion financière, d'accord. Il va falloir qu'on s'occupe de l'inclusion financière. Mais faudrait-il peut-être se poser sur la question de ceux qui sont bancarisés et qui ne sont pas pour autant utilisateurs d'instruments de paiement. Parfois, ils sont détenteurs des instruments de paiement, ils ont une carte, mais ils ne l'utilisent pas pour autant. Donc la problématique est ailleurs. Si vous me dites que, est-ce que si je veux ouvrir un PSP, je perds mon temps, peut-être que ça ne va pas être rentable. Moi, j'ai des doutes qu'un PSP soit rentable. Parce que si on ne va pas régler d'abord le problème de confiance, il risque de vivre le même rejet qu'a vécu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux PSP. Aujourd'hui, nous avons Saint-Tim comme PSP et nous avons Algérie Post qui font fonction de switch pour la place. Donc ils sont interopérables, ils sont interbancaires, la carte est un vecteur unique, il est là, il est donné, l'émission est faite, l'acquisition, le réseau d'acceptation a été développé, il a été multiplié il est passé de 3 000 à 30 000 en 2 ou 3 ans. C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le porteur de carte n'a pas le sentiment de détenir un instrument de pouvoir libératoire immédiat.
il est remis en cause. Pourquoi? Parce que les conditions de mérite de confiance ne sont pas réunies. Ils sont fragilisés à un moment donné, alors que la confiance est une entité absolue, elle n'est pas relative. On ne peut pas avoir confiance dans un instrument à 99,99%. Il faut qu'on y ait confiance à 100%. Et pour avoir cette confiance, il faut qu'il soit fonctionnel de manière absolue. Il faut que sa continuité de service soit assurée à 100%. Il ne faut pas que la continuité de service soit relative. Il faut qu'elle soit totale. Et là, malheureusement, les acteurs concernés par la commercialisation de ces instruments, parce que c'est des produits commerciaux, par la commercialisation de ces produits, bien que la Banque centrale ait, durant ces 2 dernières années, apporté beaucoup d'amendements, elle a libéré pas mal de produits, elle a donné l'agrément pas mal de produits, il y a toujours ce rejet. Donc il y a un effort à faire sur la confiance de l'usage d'instruments de paiement. Moi, je pense que le problème est d'abord à ce niveau-là. Et là, on doit y travailler. La digitalisation est un problème sociétal. Nous sommes en train d'embarquer dans une civilisation numérique. Nous ne sommes pas en train de parler d'économie numérique seulement. Nous sommes dans une mutation civilisationnelle. Et donc, il faut qu'on se mette tous à contribution pour qu'on puisse avancer. Donc ce problème de confiance, il nous appartient en tant que banque, en tant qu'établissement financier, à faire l'effort de la mise en place et le mérite de cette confiance. En tout cas, merci beaucoup de votre franchise, monsieur le gouverneur. Vous touchez du doigt le problème de la confiance, qui est effectivement une alchimie très complexe. C'est une alchimie très complexe. Et effectivement, ce que vous nous dites, c'est de dire, si je peux traduire, en gros, on a fait des efforts considérables en termes d'investissement au niveau notamment de la monétique. On pourra en parler avec Simajid. Ces efforts n'ont pas eu tous les effets qu'on attendait, tout simplement parce que nous avons tout simplement des millions de cartes qui circulent, et dans la réalité, ces cartes qui circulent sont en fait des cartes de retrait et pas des cartes de paiement. Voilà. Donc, c'est de dire le risque, il est bien là. La levée de la contrainte essentielle, c'est la levée de la levée du manque de confiance dans quelque dispositif qu'il soit. Alors, avant d'interroger Majid, j'ai envie de redonner la parole à Alice parce que je sens qu'elle est en train de bouger. Voilà. Hein? Non, je suis très... Non, j'accueille ces nouvelles avec beaucoup de plaisir. Le fait que vous parliez justement d'établissements de paiement, de PSP, je trouve ça très intéressant. Et j'ai hâte d'entendre le point en fait du GIE monétique sur le problème de confiance. Je voulais juste souligner un point que j'ai pas eu le temps d'aborder tout à l'heure, parce que vous mettez vraiment le doigt dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est adoption des services de paiement, il y a 2 contraintes principales. Il y a la contrainte de la confiance des utilisateurs, et la confiance des utilisateurs ne viendra que si les fournisseurs de services financiers investissent pour mériter cette confiance, donc dans la continuité des services et dans la valeur ajoutée des services. Et donc le côté business model, auquel vous avez aussi fait allusion, est crucial. Et je voulais juste faire un petit point, j'espère assez rapide, sur le côté business model. Ce qui est très important à avoir, c'est que là, quand on parle de services de paiement numérique ou bien de monnaie électronique, donc de services de paiement instantané numérique, monnaie électronique, qui, encore une fois, vraiment, c'est pas de l'émission de monnaie fiduciaire, c'est pas un autre type de monnaie. C'est juste un autre canal d'accès à de la monnaie fiduciaire déposée auprès d'une banque. Donc, les termes sont un peu trompeurs, hein, d'émission de monnaie, etc. Et donc, quand on parle de ces services de paiement instantané, on est sur un business model qui est complètement différent de la banque aujourd'hui. La banque aujourd'hui, c'est en fait c'est basé sur l'intermédiation bancaire. Donc c'est je collecte des dépôts et je les reprête en fait à l'économie. Et donc c'est quelque chose qui demande des compétences particulières. Quand on parle des services de paiement, et on voit aujourd'hui que les banques ont beaucoup investi en fait sur la monétique notamment, etc. Et que c'est un investissement considérable qui n'est pas forcément rentabilisé aujourd'hui parce que les clients justement peinent à adopter, etc. Et ce qu'on a vu dans d'autres pays, c'est qu'en fait, pour que ces services de paiement soient vraiment
développer d'une façon qui correspond aux besoins des clients, il faut des compétences complètement différentes du métier bancaire traditionnel. Le métier bancaire traditionnel, c'est de l'analyse de risque, c'est de la connaissance du client, c'est justement cette intermédiation, on capte et on réalloue ailleurs. Les services de paiement, ça n'a rien à voir au final. Il va y avoir l'identification du client, mais en fait, c'est surtout après un réseau de distribution. Et gérer un réseau de distribution est quelque chose que les banques, la plupart du temps, ne savent pas faire. Au lieu de parler, je ne sais pas, ici, vous avez sans doute des grosses banques qui ont peut-être 300, 500 agences. Là, on va parler de 10 000, 100 000 agents à gérer. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes choses. Pareil sur les services en fait à fournir. L'exemple que je vous donnais de la préparation de l'épargne mariage, on voit qu'en fait, la compétence nécessaire, c'est de faire des liens avec d'autres types de services, de faire des partenariats avec des acteurs non financiers. Donc en fait, les compétences qui sont nécessaires pour un émetteur de monnaie électronique ou pour un PSP, ça va être des compétences que les banques souvent n'ont pas. Et donc soit il faut qu'elles les acquièrent, soit il faut faire appel en fait à un autre type de prestataires. Après, sur les prestataires, vous avez deux types de prestataires. Vous avez les PSP et vous avez les EME. Les PSP, souvent, ça va plutôt être des personnes qui s'ajoutent au système bancaire, qui vont apporter quelque chose de plus, donc de l'initiation de paiement, de l'agrégation de comptes, etc. Mais le compte reste la propriété de la banque. Nous aussi, on parle d'émetteurs de monnaie électronique, où là, ça va être des personnes qui émettent la monnaie dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est des personnes qui vont ouvrir des comptes et qui vont gérer et après distribuer. Et on peut avoir, bien entendu, les deux. C'est souvent l'idéal, en fait, d'avoir un écosystème qui va avoir des banques, des émetteurs de monnaie électronique et des PSP qui vont travailler avec tout le monde pour apporter de l'innovation. Ah oui, et pardon, un truc que j'oubliais sur les compétences à apporter. Pour les banques, c'est la flexibilité et l'innovation. On a besoin de gens qui sont prêts à se casser la figure, en gros. Je pense qu'il y a des fintechs qui sont dans la salle. Malheureusement, on compte sur vous pour tester des choses et vous casser la figure si ça ne marche pas et que quelqu'un d'autre recommence. On ne peut pas demander ça à une banque. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs d'un nouveau type. Je peux répondre, Rachid? J'ai l'impression que vous aussi, vous êtes chaud. Allez-y, monsieur. Je ne suis pas chaud, mais j'ai besoin peut-être qu'il n'y ait pas confusion. Moi, j'avais dit que les PSP étaient à l'examen d'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Et donc, on verra de quelle manière ça va se faire. Mais établissement d'émission, il n'est pas encore question. L'émission, encore une fois, de la monnaie est du ressort exclusif de la Banque d'Algérie. D'accord? Aujourd'hui, même si elle devrait être, parce que, comme vous le savez, donc aujourd'hui, toutes les banques centrales depuis 2020 examinent de très près tout ce qui est CBDC, tout ce qui est Central Bank Digital Currency. Donc la Banque centrale aussi a inscrit cette nouvelle technologie à l'ordre du jour et on est en train de l'examiner. Donc il y a plusieurs pays qui sont suffisamment avancés sur ce projet. Il y a la Chine, il y a la Banque centrale européenne qui a bien maturé, il y a le Japon, il y a la Suède. C'est un dossier qui est examiné et en temps utile, en temps opportun, on se prononcera dessus. Donc je parlais de PSP et pas d'EME. L'EME, c'est autre chose. Voilà, donc il faut qu'on soit un peu centré sur les éventualités que nous allons présenter par la suite. Donc je ne parle pas d'émission. C'est vrai que l'émission de monnaie électronique n'a rien à voir avec la création monétaire. Ça, je le consens, et si je devais dire le contraire, je n'aurais pas à être au niveau de la Banque centrale. L'émission monétaire, c'est tout autre chose. Donc on peut faire de l'émission on peut créer de la monnaie sans faire d'émission. Donc ça, c'est trivial, c'est une question à ne pas débattre. Très bien. Gide, quelle est la position du GIE, de la vision du GIE dans toute cette histoire? Parce qu'on est un peu vos concurrents, là, potentiellement. Je vous provoque, là aussi. Enfin, merci. Je pense, je me réjouis un peu de ce qui a été dit, notamment par monsieur le vice-gouverneur, qui a assez quand même donné un bon signal pour la place. Par rapport à la monétique, c'est vrai que je vais commencer par PSP. PSP, dans certains pays, on a essayé de voir quand même des benchmarks qui se passaient dans certains pays. Les PSP sont venus, je dirais, sur un marché mature, où déjà les paiements par carte, il y a un fort taux de bancarisation, et ainsi de suite, et c'était quand même faire un complément.
Nous avons vu à travers la présentation d'Alice que quand même la monnaie électronique, beaucoup plus, je dis beaucoup plus focalisée par rapport à la population non bancarisée. Maintenant, quid déjà de celle qui est bancarisée en l'état actuel? C'est vrai que nous avons un taux de, mettons, qui n'est pas significatif d'ailleurs. Taux de bancarisation, si on intègre les chiffres d'Algérie Post, nous sommes à peine à 43 à 44% de taux de bancarisation. Mais c'est un chiffre un peu trompeur. Pourquoi? Parce que c'est des comptes qui ne sont pas utilisés avec des moyens de paiement. C'est des comptes qui font du retrait cash juste après, des dépôts de l'argent, et ainsi de suite. Il n'y a pas derrière une utilisation des moyens de paiement. Pourquoi cette confiance n'est pas encore assez, je dirais, ancrée au niveau des utilisateurs actuels des moyens de paiement? Alors, il y a plusieurs facteurs, bien sûr, qui sont exogènes même, je dirais, au milieu bancaire. Quand vous avez pour qu'il y ait des paiements électroniques, il faut qu'il y ait un porteur de carte, dans le cas de la monétique par exemple, et un commerçant. Et quand vous avez des commerçants qui sont réticents déjà, de point de vue à accepter, à avoir des dispositifs d'acceptation de paiement, pour diverses raisons, notamment, tout le monde le connaît, l'histoire de déclaration ou de seuil ou de transparence, un certain nombre de choses, qui fait que d'un côté, la situation qu'on a, on a quand même un potentiel de plus de 11 millions de cartes, de porteurs de cartes réellement, mais sur les 11 millions, il y a à peine 30 à 40% qui sont utilisés par leurs porteurs. Et sur les 30-40% d'utilisateurs qui utilisent la carte, ils sont quand même à 90% sur du retrait cash. C'est-à-dire qu'on a à peine je dirais, 5 à 6% de paiement. Alors pourquoi? Parce que le paiement derrière n'est pas développé. On a un déséquilibre dans le sens où vous avez beaucoup d'émissions de cartes monétiques et de l'autre côté, l'acceptation, c'est faible. Nous sommes à peine 40 000 commerçants qui sont dotés de DPE sur un potentiel de 700 ou 800 000 commerçants. Réellement, il y a un effort à faire de ce côté-là. Et aussi l'intégration de la sphère publique. On a vu dans certains pays où la sphère publique, elle crée l'effet d'entraînement. Quand vous faites payer par moyen électronique vos impôts, vos assurances, les cotisations sociales, voire même tout ce qui est subvention, ça va créer cette incitation à utiliser les moyens de paiement électronique, plus particulièrement la carte dans notre cas au l'état actuel. Alors, je dirais, pour avoir cette confiance, il faut qu'il y ait un système, je dirais, qui marche de bout en bout. En l'état actuel, vous avez le commerçant aussi qui est réticent pour accepter. Parce qu'il faut dire, qu'est-ce qui va apporter cet équipement aux commerçants? Qu'est-ce qui va apporter de différence? Il est en train de se faire payer par le cash. Vous venez, vous lui dites, j'installe un TPE. Vous devez prendre des commissions derrière chaque opération. Et quelle est la différence? Lorsqu'on n'arrive pas à susciter un intérêt au commerçant pour qu'il accepte son TPE, et si on n'arrive pas à susciter l'intérêt au porteur de la carte pour qu'il puisse aller payer par sa carte, l'équation n'est pas encore résolue. On a vu au niveau de Covid-19, les 2 années, il y a quand même un fort taux d'utilisation du paiement par Internet. C'est un chiffre, c'est une évolution à 3 chiffres. Bon, ça reste quand même timide, mais c'est une évolution à 3 chiffres. Ça fait en sorte que sur quelques centaines de web marchands, nous avons vu des millions d'opérations de paiement par Internet. Ça a encouragé les paiements parce qu'il y a derrière un intérêt. Derrière, il y a un confort derrière. Au lieu de se déplacer pour faire payer, on paye à partir de sa maison ou de son bureau. Il y a un confort derrière. Ça a suscité l'utilisation de la carte et des paiements par Internet. Voilà, mais je dirais encore une fois, c'est vrai, avant d'aller vers quand même une population qui n'est pas bancarisée, avoir des solutions, certes, on aurait souhaité voir comment va-t-on faire adopter cette solution. Parce que c'est vrai, il y a une solution, mais comment va-t-on faire adopter cette solution par les ménages ou par la population qui n'est pas encore bancarisée?
avec celle qui est déjà bancarisée, il y a quand même des efforts encore à faire pour faire en sorte que le paiement par carte devra faire quand même être un avantage, devra faire un plus aux porteurs de la carte ou aux commerçants par rapport au cash. Voilà un peu. Je ne vais pas avoir peur de sortir le gros mot, parce que tout le monde est un peu gêné d'évoquer le vrai sujet. Hein. Le vrai sujet, c'est l'évasion fiscale. D'accord ? Soyons très clairs. C'est l'évasion fiscale. N'ayons pas peur de parler de réticence des commerçants. C'est une manière polie de parler d'évasion fiscale. Moi, je suis quelquefois impoli. Hein. Alors, j'ai envie de dire à Alice, est-ce que dans vos expériences, la monnaie numérique a permis de réduire un petit peu l'évasion fiscale? Ça, c'est une sacrée question. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce problème, on le retrouve dans de nombreux pays. Le lien entre la monnaie électronique et la formalisation, c'est souvent en fait un objectif que les autorités veulent atteindre, et c'est aussi une contrainte à l'adoption justement par les utilisateurs. Après, quand vous regardez par exemple au Maroc, qui a lancé les établissements de paiement il y a quelques années, et le paiement commerçant par paiement digital, on s'est rendu compte exactement que les commerçants ne souhaitaient pas utiliser ce type de paiement, et on a pensé que le critère principal, c'était la peur justement des déclarations. Et donc l'État, dès le début, a autorisé 5 ans de grâce sur tout chiffre d'affaires qui avait été fait grâce à du paiement digital. Est-ce que ça a eu de l'effet ? Rien du tout. Et on pense que c'est simplement parce que pour le commerçant, c'est 5 ans, c'est pas grand-chose 5 ans, ça veut dire que dans 5 ans, vous auriez une masse d'informations sur moi, et donc là, je devrais commencer à payer des taxes. Par contre, vous prenez des pays comme l'Inde qui ont adopté une approche différente, qui était un peu cette approche par palier. En dessous de tel revenu, en fait, vous ne payez pas de taxes. Après, vous payez X% jusqu'à tel palier, etc. Et cette approche a eu beaucoup plus d'impact positif. Peut-être qu'il y a eu des techniques, en fait, pour ne jamais dépasser tel palier en paiement digital. Et donc, on réouvre autre chose après, etc. Mais n'empêche qu'on a vu que ça susciter l'adoption. Et je pense que c'est ce que vous disiez, Monsieur Messaouden, par rapport à la valeur ajoutée. Ce qu'il faut, c'est donner la possibilité à la monnaie électronique de montrer sa valeur. Il faut que les gens commencent à l'utiliser. Il faut qu'il y ait un produit attractif. Et donc, comme les cartes, par exemple, les cartes ont été un peu imposées dans le monde par les clients, parce que les banques, les fournisseurs de cartes, encourageaient les clients à utiliser les cartes parce qu'on allait leur donner un cashback dessus. Et donc les clients allaient allaient chez les commerçants en disant je veux payer par carte. Et donc là, c'est pareil, c'est arrivé à trouver comment est-ce que les commerçants vont commencer à utiliser ces services électroniques. Et donc ça peut être justement... On leur dit, voilà, jusqu'à tant de niveau, vous n'allez pas avoir de taxes à payer. Commencez à l'utiliser, voyez ce que ça vous apporte. Et là, de rajouter beaucoup de valeurs ajoutées dessus qui ne sont pas forcément de la valeur que le cash apporte aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup, par exemple, de start-up comme EasyTel qui essayent de se focaliser sur le paiement commerçant. Et eux, ils vont rajouter au paiement électronique des atouts non financiers qui vont être la gestion de stock. Ils ont une centrale d'achat. Et donc, quand ils achètent par monnaie électronique auprès de leurs fournisseurs, ils vont avoir un pourcentage de réduction. En plus, ils vont être sûrs d'être livrés. Alors que quand ils font de l'achat au camion, ils peuvent acheter ce qui reste dans le camion. Là, ils sécurisent en fait leur stock. Leur stock peut être aussi géré digitalement. Donc, on va savoir qu'il reste plus que 5 bouteilles de Coca-Cola. Et donc, le portefeuille de monnaie électronique, en fait, l'application va leur dire attention, il faut en racheter. Et justement, j'ai une offre sur les bouteilles de Coca-Cola si tu les achètes par ici. Et c'est cette valeur ajoutée supplémentaire, qui n'est pas que la valeur du paiement, qui va faire que les commerçants qui ont commencé à utiliser vont de plus en plus l'utiliser. C'est pas facile, mais on voit en ce moment en fait une vraie tendance positive de l'acceptation du paiement marchand en Inde et dans certains pays africains, quand justement il y a eu cette réflexion sur le point que vous soulevez de la valeur ajoutée, le point que vous avez soulevé aussi, Monsieur le Vice-gouverneur, sur la confiance. Il faut que le système continue à fonctionner en permanence. Et donc on voit une vraie amélioration. Ça a pris du temps, mais on voit que ça fonctionne. Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Justement, on parle des TPE. Or, le ministère du Commerce va obliger les commerçants à avoir un terminal.
de paiement. Obligé. Ça veut dire que si je ne le fais pas, je m'expose à des sanctions. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne démarche. Je pense que c'est beaucoup plus une campagne qu'il faut faire, puisque le problème, c'est les mentalités à tous les niveaux, pas simplement du commerçant, même le particulier a du mal, même s'il sait qu'au fond de lui, ça commence à être sécurisé, mais à tous les niveaux, on ne peut pas aujourd'hui dire que les gens utilisent la carte. Je prends mon exemple simplement. Quand on est à l'étranger, on utilise des cartes. Quand on revient ici, on n'a pas ce réflexe. Ou du moins, depuis le Covid, on commence à l'avoir. Mais en tout état de cause, même moi, je parle de moi, on a plus ce réflexe à l'étranger parce que c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une ambiance où tout le monde utilise ce système de paiement, mais chez nous, on n'a pas encore. Alors, on a fait des tentatives d'aller dans des boutiques pour payer avec les cartes, et on est toujours confronté à un petit problème technique, mais après, on se rabat sur le cash. Donc je crois qu'il y a un problème qui est beaucoup plus important que les textes à mettre en place, ou la politique, ou le plan. Je pense qu'il y a une sensibilisation des populations à utiliser ce genre de paiement. D'autant plus que nous avons un système qui est la Poste, avec toutes les agences à travers les 48 wilayas. Je pense que ça peut être un moyen. Enfin, bon, c'est vrai qu'il y en a un peu plus. Mais en tout cas, ça peut être un moyen très très intéressant pour parler de monnaie électronique au travers. La Poste n'est pas encore un établissement financier, je crois. C'est un établissement, maintenant, c'est pas encore une banque. Oui, voilà. Pardon. La différence, elle est là. Donc, il y a ça, il y a les mentalités qu'il faut impérativement changer. Aujourd'hui, le réflexe doit être davantage, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, tu as touché du doigt la fiscalité. Pourquoi la carte? C'est la traçabilité. C'est la traçabilité des flux financiers. Et ce n'est pas dans l'intérêt de tous d'avoir ce genre de mode de paiement. Très bien. Alors, bon, j'ai ma petite idée sur, on en parlera dans le second panel, j'allais dire, je crois que l'État aura un rôle essentiel dans l'inclusion financière. Et je crois que un des moyens, alors encore une fois, quand on parle d'inclusion financière, bon, d'abord, très clairement, avant de parler d'inclusion financière, parlons d'éviter la désinclusion financière. C'est le premier sujet, parce que tout le monde connaît comment ça se passe. Les salaires sont virés le 24 au matin à la banque ou au CCP. Excusez-moi, je suis un vieux jeu. Le 24 au 21 et le 25 l'après-midi, tout est retiré. Donc c'est de l'argent qui était dans la banque. Donc l'inclusion financière était là. Donc le véritable problème, c'est d'éviter la désinclusion financière. C'est un sujet un petit peu différent que l'inclusion financière pure. Mais il y a aussi un souci, à mon avis, très clair d'inclusion financière, notamment pour les catégories défavorisées. D'accord ? Bon. Alors parlons peu, parlons bien. Les catégories défavorisées, chez nous, vont être la principale cible des modifications annoncées et attendues du mode de subventionnement et de prise en charge des catégories défavorisées. C'est attendu, c'est programmé, ça va arriver. Alors, il y a des choses très simples pour inciter les gens, non pas à aller faire la queue devant le bureau de poste avec les dramatiques images que nous avons vues au cours des derniers mois. Pourquoi ne pas payer l'allocation chômage sur un portefeuille électronique? D'autant plus que nous avons un avantage en Algérie qui n'existe pas beaucoup en Afrique, pour ne pas dire nulle part, qui s'appelle le numéro d'identification unique.
Voilà, etc., etc., etc. C'est des sujets que l'on met dans la cagnotte électronique, si vous voulez, et on donne la parole à la salle. Voilà. Alors, s'il vous plaît, vous vous présentez, vous posez une question et vous dites à qui vous posez la question. Et s'il vous plaît, pas de longs commentaires, pas plus de 2 ou 3 minutes, hein, pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est bon. Merci. Hassan Khalifati, opérateur économique et membre de CARE. Moi, je voudrais peut-être poser une question à Monsieur le vice-gouverneur. Je profite de la présence de Monsieur le gouverneur, que je salue. Et je vais dire, on va encore rêver avec Rachid. C'est par rapport à l'inclusion financière, mais dans une vision plus globale, par rapport à c'est-à-dire à la structure de la place. Et aujourd'hui, nous avons 87% du secteur bancaire qui est trusté par le secteur public. Bon, c'est pas plus dans le secteur des assurances, c'est 76. Cette année, peut-être, il sera 80% public. Si on parle de la réforme financière et bancaire dans sa globalité, aujourd'hui, par exemple, nous avons, pour faire une banque, il faut 20 milliards de dinars, banque universelle. Et je profite parce que vous avez parlé de la réforme de la monnaie du crédit, de la loi sur la monnaie des crédits. Est-ce qu'il est prévu aujourd'hui de sortir de ce schéma unique et de penser à libéraliser l'activité bancaire pour aller sur d'autres formes, peut-être qui demandent moins de capitaux et qui risquent d'attirer plus de dynamique et faire à terme inverser le taux de la présence publique à moins de 50% pour créer la dynamique. Par rapport à la deuxième question, bon, qui est aussi destinée à Monsieur le vice-gouverneur, mais aussi Monsieur Haddad, peut-être il a effleuré le sujet, mais qui est la plus importante. Aujourd'hui, Madame Benmiloud a parlé de l'obligation de mettre un TPE, mais c'est-à-dire l'Algérie, on a cette façon de faire les choses techniques, d'investir. L'autre fois, on nous a invité l'interopérabilité entre les plateformes. C'était formidable sur le plan technique, ça apporte des solutions. Mais le vrai sujet, c'est la fiscalité, Madame Benmiloud en a parlé. Si on ne règle pas le problème de la fiscalité, c'est-à-dire en commençant par le petit commerçant, et Madame Alice, elle en a parlé sur plusieurs modèles qui existent dans d'autres pays, on ne réglera pas le problème. Ça sera un problème technique, c'est des investissements. On a des cartes, on a 11 millions de cartes. On aura 40 millions de cartes, mais ils ne seront pas utilisées. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le commerçant, il n'a aucun intérêt à se faire payer par carte, parce qu'on va reconstituer son chiffre d'affaires, après il va retirer cet argent, il va chez le grossiste du coin, il va payer cash. Et ça va se reconstituer, il va se retrouver à la fin de l'année avec 100, 200, 300 millions de dinars de chiffre d'affaires qui, oui, il les a réalisés, mais il n'a aucune justification qui vont être considérés comme du bénéfice. Il rentre dans un engrenage où l'administration, elle est formelle, elle lui dit non, moi, ces chiffres, je vous attrape sur les chiffres. Donc, aujourd'hui, je pense que peut-être, je ne sais pas si c'est le sujet, Monsieur le vice-gouverneur et Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il y a des choses prévues dans la grande réforme bancaire et financière voilà, merci. Je peux répondre, un par un. Cheikh Khalifati, vous voulez qu'on vous donne l'ensemble des items qui sont inscrits sur la loi, on va griller le projet. Je préfère ne pas répondre. Non, parce que sinon on va annoncer la liste des chapitres qui vont faire l'objet de réforme. Maintenant, si on parle d'évasion fiscale, effectivement, il y a cet aspect qui dérange un peu, je dirais un peu, pas beaucoup, qui dérange certains commerçants.
Moi, je pense que le jour où le commerçant verra son chiffre d'affaires s'atrophier parce qu'il n'a pas un TPE à présenter à une clientèle qui est plus intéressée par ceux qui ont des TPE, à ce moment-là, il va se mettre au TPE. Alors, comment le faire? Encore une fois, le TPE et la carte, ce sont des produits à commercialiser par des banques commerciales. Il appartient aux banques de trouver la meilleure manière de les rendre fertiles. Il faut faire naître des transactions. La transaction, c'est un croisement entre instruments d'émission entre une carte et un TPE. Il ne faut pas qu'il reste stérile. Il leur appartient aux banques, aux GIE, de promouvoir. Il y a une société qui a été créée pour promouvoir, pour former et tout. C'est à ces leviers-là, qui sont les leviers des banques commerciales, de trouver la meilleure manière de faire naître des transactions. On ne peut pas, aujourd'hui, quand on voit le nombre de comptes ouverts, au niveau de la Poste, nous avons 23 600 000 comptes. Au niveau des banques, nous avons 14 millions de comptes, 11 millions de comptes en dinars et 3 millions de comptes arrondis en devises. Nous avons quelques dizaines de millions de cartes. Et ce n'est pas pour autant que nous avons suffisamment de transactions. Donc le problème n'est pas un problème de bancarisation, c'est un problème de bancarisation des transactions. C'est là la grande nuance. Et à travers la bancarisation des transactions, nous allons pouvoir bancariser l'économie. Nous ne sommes pas sur la bancarisation. La grande question, quand par exemple j'achète un billet auprès d'une compagnie aérienne et que je paye en cash, est-ce que c'est une transaction informelle? C'est une transaction qui est formelle. Mais pourquoi elle est effectuée en cash? Là est la grande question. Quand je me présente à Sonelgaz pour payer ma facture et qu'on me dit que les TPE n'est pas disponible, est-ce que c'est une transaction informelle? Elle est formelle, la transaction. Ce n'est pas pour autant qu'elle a été effectuée avec un instrument scriptural ou électronique. Il a parlé tout à l'heure, Rachid, des impôts. Les impôts, je vous assure que les opérateurs, vous payez par chèque, vous n'allez pas ramener. C'est par chèque. La douane, vous payez soit par chèque, soit par OCD, n'est-ce pas? Donc, les instruments de paiement, aujourd'hui, le chèque est utilisé au niveau de la compensation interbancaire, il est utilisé à hauteur de 85% en matière de volume, de montant. La carte est utilisée au tiers du nombre de transactions, mais elle génère très peu de montants. Mais le tiers des transactions télécompensées, le tiers du volume des transactions télécompensées, en chiffres, constitue 1% des montants. C'est normal, mais il reste marginal par rapport au potentiel qui lui est offert. Et dans le 1%, nous avons 98,2% qui sont des transactions de retrait. Au niveau des GAB d'Algérie Post, nous avons plus de 1000 milliards de dinars qui sont retirés chaque année. Et donc le problème est ailleurs, Yannas. Comment ça? Le porteur, il fait confiance à la carte dans sa dimension retrait qui est intitulée paiement et il ne l'utilise pas pour autant dans le paiement. Il y a un grand problème. Le problème de confiance relève du périmètre de compétences et de mission des banques. Ils nous ont demandé de dématérialiser la carte. On a donné, à travers une instruction qui a été signée durant les 2 dernières années, on a donné le sans contact. Donc on a dématérialisé le paiement. La nouvelle norme de la carte, elle est dématérialisée. Ils peuvent utiliser sans contact. On n'a pas vu de sans contact. Mais ils ont parlé du mobile payment. On a donné le feu vert au GIE pour mettre en place une solution mobile payment, proprement dit. Ils sont dessus. Ils sont en train de travailler. Une banque publique, 2 banques publiques et une banque privée ont demandé l'agrément pour QR code, pour mobile, pour payer avec du QR code sur du mobile. On a dit oui. C'est une expérience qui est récente. On n'a pas encore tiré les enseignements. Mais pour les opérateurs économiques, la Banque centrale a mis en place pas mal d'instruments de paiement dématérialisés. On a dématérialisé les faits de commerce, la lettre de change. Donc il y a plein de choses qui ont été mises en place en faveur des opérateurs, mais qui doivent être commercialisées de manière efficace et de manière fertile par les banques. Moi, je considère qu'il faut qu'on trouve les incentives. Pourquoi voudriez-vous que l'État algérien, encore une fois, aille mettre la main à la poche sur une défiscalisation des transactions de paiement électronique? Ce n'est pas mon périmètre de compétence. Mais moi, si on me demanderait mon avis, je dirais non. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a 2 modèles dans le monde de pays qui ont fait promouvoir l'usage des instruments de paiement. Il y a ceux qui ont effectivement défiscalisé les transactions de paiement, mais il y a ceux qui ont donné des incentives. Et les incentives ont été payés par ceux qui commercialisent le produit. C'est lui qui va se sucrer. Eh bien, la banque va se sucrer et l'État va payer la TVA à sa place. Moi, mon point de vue personnel, hein.
Moi, je ne suis là ni pour parler en fonction de celui qui gère les impôts. Moi, je parle en mon nom. Ça, c'est mon point de vue. Moi, si on me demanderait mon avis, je dirais non. Pourquoi voudriez-vous qu'on aille sur ça? Non, la réforme fiscale globale, elle est inscrite, elle a été annoncée et c'est un maillon très important de... Non, ça c'est clair. Juste pour la précision. Oui, moi si on me dirait... Ne précisez pas sur les opérations de paiement Parce électronique. que, voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour, Brahim Zeddour, ancien employé de banque à la retraite. J'ai écouté avec une grande attention les différentes interventions et personnellement, j'étais préparé psychologiquement à parler, à entendre, à écouter, à assister à un débat sur le thème qui est la finance digitale. Et par la force des choses, il y a un glissement vers les paiements électroniques. C'est bien ce qu'on a écouté, il y a des outils, il y a des solutions, il y a des projections, c'est un peu comme un roman de science-fiction. Mais c'est-à-dire, moi je voudrais un peu ramener le débat un peu plus concret parce que c'était très théorique au début. En définitive, toutes les solutions préconisées pour régler quel type de problème? C'est ça la grande question. Et les débats n'ont pas permis de poser les problèmes pour lesquels ces solutions sont préconisées. Qu'on se le dise, je pense que la monnaie électronique pourrait être pour nous un raccourci, et là c'est une question que je pose, pour dépasser, pour combler les failles, l'échec du système bancaire en matière de système de paiement. Qu'on se le dise, nous sommes dans un pays où toutes les transactions se font cash. Le commerce de détail, le commerce de gros des fruits et légumes, le commerce de gros du poisson, le commerce de gros du bétail, les transactions immobilières, les transactions des véhicules d'occasion, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, si le fait de concentrer l'attention sur les retraits par carte de crédit, ça dénature le problème. Le drame peut-être l'une de nos failles structurelles, grande faiblesse, c'est que toutes les transactions se font en cash. Mais c'est comme les poupées russes. Il y a un problème dans le problème. C'est que les institutions, les autorités qui sont créées, qui fonctionnent, qui sont payées pour trouver des solutions, ignorent ce problème. Alors, c'est un peu les éternelles parties de ping-pong. Toujours, quand on rejette la balle, c'est un problème de comportement, c'est un problème de fraude fiscale, c'est un problème des autres, c'est jamais moi. Et en fait, il y a un problème qui a été éludé, c'est que nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de développer un système de paiement électronique parce qu'on n'a pas les réseaux. Que des TPE ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas le débit. C'est pas forcément parce que des gens qui ne veulent pas payer d'impôts. Donc, si vous voulez, est-ce que, au niveau décisionnel, par exemple, au niveau de la Banque centrale, moi j'ai pensé que la Banque centrale allait sauter sur l'occasion de la monnaie électronique. Ça lui aurait permis de réaliser des économies. Combien coûte la création monétaire? Combien coûte l'impression d'un billet de 2000 dinars? Est-ce qu'il coûte 2000 dinars? Est-ce qu'il coûte 3000 dinars? C'est autant de questions que, au niveau de la réflexion citoyenne, on se pose. Et la grande question, comment que les problèmes ne sont pas pris en charge? Et chaque fois qu'il y a un débat, chaque fois qu'il y a une réflexion, il faut refaire la loi, il faut attendre la pluie, il faut attendre ceci, cela. Et moi, c'est-à-dire, si j'ai un message à donner, il y a un effort à faire pour comprendre les problèmes avant d'aller aux solutions, et merci. Farid Bourenani, banquier conseil. J'ai une question pour monsieur le vice-gouverneur. Enfin,
il ne m'a pas échappé qu'il y a eu un petit échange entre Alice et lui sur la création monétaire. L'émetteur de monnaie électronique dont on parlait n'inclut pas la création monétaire, la création de monnaie qui est une affaire totalement, et vous avez été clair, mais ce dont il est sujet ici, c'est simplement de la virtualisation ou de la dématérialisation de monnaies qui existent. Donc, ce dont on parle ne constitue pas du tout une fonction régalienne de l'État. Ça c'est un point. L'autre point, c'est qu'on est venu sur la banque, la monétique porteur, commerçant, que évidemment pour des raisons de marketing et puis de résultats immédiats, on a basé ça sur je force l'acquisition de la carte, je la donne même gratuitement, même quand on ne me la demande pas. Je force sur l'acquisition du terminal de paiement sous contrainte, sinon je paye une amende de 100 000 dinars. Mais on n'a pas fait le boulot. Le boulot n'est pas celui-là. Le boulot, c'est d'inciter à l'utilisation. Mais à la limite, ça, c'est un problème de banque. Moi, ici, aujourd'hui, nous souhaitons parler des non bancarisés. Ils n'ont ni compte bancaire, ils ne font pas partie de la communauté des établissements bancaires, ils ne sont pas plus concernés par la loi et la monnaie et du crédit. C'est pour ça qu'à ce titre-là, j'aimerais que cela ne soit pas lié au projet de réforme de la loi sur la monnaie et du crédit. C'est un sujet à part. Il ne s'agit pas de banques, ce ne sont pas les banquiers qui pourront exercer ce métier. Il ne s'agit pas non plus d'une affaire télécom, il s'agit d'une affaire d'agilité, de start-up, de nouveaux acteurs sur le marché. Mais par contre, ils rendront un service énorme aux transactions. Il s'agit là de fluidifier les transactions qui aujourd'hui existent, les sous-jacents existent, mais on pourrait les améliorer. Et quant à la bancarisation des non-bancarisés, vous connaissez très bien ce pays, il est immense, il n'est pas question de faire peser le fardeau sur l'extension des réseaux. Et puis, il ne faut pas se le cacher, dans les non-bancarisés, il y a aussi les zones d'ombre, des petites gens, et ça, malheureusement, les établissements bancaires n'en font pas une clientèle cible. Donc, à nous de leur trouver d'autres solutions pour éviter la fracture sociale. Je peux répondre ou... J'avais presque envie de ne pas devenir Banque d'Algérie, quoi. Le problème, c'est que c'est quand même bien le boulot de la Banque centrale de protéger les déposants. Hein. C'est le boulot de la Banque centrale de protéger les déposants. Et à mon avis, ça doit faire obligatoirement l'objet d'un amendement de la loi monnaie-crédit, pour moi. Hein. Voilà. Si on veut protéger le déposant et assurer la sécurité du problème, il faut passer par une modification de la loi. Ceci dit en passant, ce qu'a dit Alice, dit la chose suivante, c'est que il faut que cette régulation, cette nouvelle réglementation soit souple et prenne en compte les spécificités du segment auquel on s'adresse. Voilà. C'est différent de dire on réglemente pas ça. Sinon, ça risque d'être la jungle. Hein, ça risque d'être la jungle. Et il faut éviter cette jungle-là. Alors, il y a quelqu'un au fond, et c'est la dernière question. Ah, la bourse, s'il vous plaît. Oui. Alors non, il y avait quelqu'un là derrière. Je te rends la parole après, Yazid. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Oui, c'est au fond, madame. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Jalal Bouadla, donc expert IT. Donc, je voulais revenir sur un point, sur l'histoire des TPE et de la bancarisation et tout ce qui se passe. Donc, toute cette monnaie qu'on n'arrive pas à capter, cette monnaie informelle. Je ne parle pas de l'histoire de payer, aller pas payer chez Sonelgaz ou Algérie Post ou n'importe quelle institution payée en cash. Mais je pense qu'il faudrait que l'État doit donner l'exemple, premièrement. Par exemple, la semaine dernière, je suis parti payer ma vignette d'automobile. Je rentre chez Algérie Post, je leur dis, est-ce que c'est possible de payer par carte? Et elle me dit, c'est dans 30 ans, monsieur. Même chose chez les impôts. Donc, comment on veut inciter
disons quelqu'un qui a un magasin a installé un TPE, quand Algérie Post, qui la facture, je ne peux pas payer par carte, ou les impôts, ou n'importe quelle autre institution, c'est impossible. Donc je voudrais peut-être qu'on commence par donner l'exemple, et puis inciter les autres, travailler avec les banques, faire des moyens. C'est vrai que c'est pas bien que l'État mette la main à la poche, mais faudrait inciter, donner les moyens. On a parlé, il y a presque 2-3 ans, on parlait de l'obligation de mettre des TPE. À chaque fois, on reportait l'échéance. Et là, on est en 2022, et on parle de finances digitales et on n'arrive même pas à mettre des TPE au niveau des boutiques et au niveau des magasins. Monsieur a dit, il parlait d'un problème de débit. Monsieur, ce n'est pas un problème de débit, c'est un problème de couverture. Parce que quand on voit le TPE, c'est soit c'est connecté chez Mobilis, Jay-Z ou Olido. Donc ce n'est pas un problème de débit, mais c'est un problème de couverture. Donc voilà ce que je voulais. Merci. Yazid, tu as la parole. Merci. Alors, je me présente. Donc, M. Benmoub, directeur général de la Bourse d'Alger, la Bourse des valeurs. Bon, sujet très intéressant et je remercie donc les différents intervenants du panel. Ce que je voulais dire, c'est qu'en parlant de finances digitales, et j'ai bien écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait Madame Nègre tout à l'heure, pour parler en fait d'une monnaie digitale, il faut qu'il y ait déjà du cash qui arrive. Donc la problématique aujourd'hui pour nous, c'est de ramener le cash qui est en circulation en dehors peut-être du circuit. Et on sait que le gros de cet argent est dans le secteur informel, c'est-à-dire la grande distribution, etc. Parce que tous les salariés, il y a 1,5 million de fonctionnaires, il y a peut-être le double au niveau du secteur économique, ils ont tous des comptes bancaires ou des comptes CCP. Ceux-là, ils les utilisent. L'utilisation après de la carte de paiement, c'est aussi une question de l'usage, de l'expérience. C'est-à-dire si je dois faire 3, 4 ou 6 tentatives pour faire passer un paiement via Internet parce qu'il y a un problème de débit, etc., peut-être la prochaine fois, je ne le ferai pas. Mais le gros, pour moi, je pense qu'il est, pour ne pas tirer à côté de la plaque, c'est comment, en fait, pousser les personnes ou les détenteurs de gros sous à utiliser les moyens de paiement électroniques. Alors là, peut-être un clin d'œil au niveau, pour les banques, c'est d'abord le niveau de rémunération des dépôts. Aujourd'hui, le niveau de rémunération des dépôts, il faut le dire, sont dérisoires. Donc, d'une part. D'autre part, l'utilisation de l'argent, des grosses sommes pour des transferts à des instants très rapprochés, pour dire dans la journée, dans l'heure ou dans la minute, ça aussi c'est une problématique qui doit être traitée. Donc, la finance digitale, c'est bien les efforts qui sont en train de se faire avec la création d'un écosystème start-up qui va dans la fintech, l'insurtech, la regtech, etc. Mais après, il faudrait que ces gros sous puissent arriver. Et comme je l'ai dit, peut-être la solution serait dans un dinar digital qui serait sous le contrôle de la Banque d'Algérie, bien entendu, et qui va permettre donc d'obliger tous ces gros détenteurs à transférer cet argent en dinar digital pour pouvoir l'utiliser après. Donc je pense que c'est dans cette optique qu'il va falloir raisonner pour régler ce problème ou arriver véritablement à des transactions digitales à des niveaux très élevés. Voilà. Merci beaucoup. Ali nous a rappelé à l'ordre. Oui. Moi, je voudrais quand même rappeler que le paiement électronique dont on parle aujourd'hui, et surtout dans l'inclusion financière, c'est des petits montants. Ce n'est pas des gros montants. On n'est pas en train, au travers de ce paiement électronique, rabattre l'informel dans un secteur légal. Attention, ça c'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas accès aux banques de pouvoir effectivement utiliser du paiement électronique. Je crois que c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci Alice. Merci Hind. Merci Majid. Comment on s'organise, Ali ?
Parfait. Je remercie le panel, s'ils peuvent donc juste rejoindre leur place. Rachid.